On peut dire du coup d'une manière assez rapide que cette décroissance du couvert de glace, en particulier septembre et voire aussi l'hiver, un peu moins, se relie parfaitement au réchauffement climatique. Là, c'est la courbe de la température de l'air à la fois globale sur la courbe rouge et le régional au nord de 60 Nord, donc qui représente l'Arctique en l'occurrence, sur la courbe bleue. Et on voit très bien, d'une part, que cette tendance est positive sur globalement, en moyenne, est positive sur la période, que par contre, dans l'Arctique, elle a des fluctuations multidécennales avec un léger refroidissement au moment du milieu du XXe siècle, mais surtout que globalement, le résultat de tout ça, c'est qu'en Arctique, on a une anomalie de température que vous voyez sur l'axe Y ici, l'axe vertical, qui est 2 fois supérieure à celle du réchauffement global, qui est un peu inférieure à 1 degré, et pour l'Arctique, plutôt de l'ordre de 2 degrés. Ce qu'on incrimine là-dedans, c'est bien sûr le couvert de glace, en partie par la rétroaction de l'albédo. Il y a d'autres mécanismes sur l'amplification du réchauffement polaire, notamment des mécanismes atmosphériques. Mais un des candidats le plus reconnu, c'est celui de l'albédo, c'est-à-dire du pouvoir réfléchissant de la glace qui est schématisé en dessous de ce graphe et qui montre que, eh bien, puisque la glace réfléchit l'énergie solaire vers l'extérieur, vers le large, je dirais, eh bien, lorsqu'elle disparaît, c'est l'océan qui absorbe la chaleur et qui tente à réchauffer la surface, et ça fait une boucle, ce qu'on appelle de rétroaction positive. Donc, tout ceci, c'est des choses qui sont relativement connues, que l'on peut observer, je dirais, de manière assez continue depuis la surface des choses. On peut aussi dire, eh bien, on peut relier à ce réchauffement global atmosphérique la fonte du Groenland, dont tout le monde aussi est parfaitement informé. Sur la gauche, je vous montre la perte de masse du Groenland sur une période assez récente, puisqu'elle correspond à la période où on a pu mesurer la masse à partir du satellite Grace. Et on voit très bien que sur cette période-là, c'est une anomalie de l'année 2016 par rapport à 2006. On voit une fonte généralisée, une perte généralisée, pardon, de la masse du Groenland, à part peut-être sur la partie bleue au centre, qui donc traduit la fonte de la calotte depuis déjà le milieu des années ou la fin des années 90. Donc depuis la fin des années 90, le bilan de masse du Groenland est en déficit. Et il est en déficit pour à la fois 2 raisons, bien sûr parce que son bilan de masse de surface est négatif, et aussi parce que on voit une certaine, il perd aussi sa masse par les émissions de la décharge d'iceberg au travers des glaciers émissaires vers la mer. Dans ces 2 contributions au bilan de masse du Groenland, celle qui domine dans la tendance que l'on voit à la diminution de masse sur la gauche, c'est évidemment, pour l'instant, la fonte de surface, en lien évidemment avec les températures de l'air. Et c'est la courbe que vous voyez à droite, qui est en pointillé, c'est la courbe qu'on voit le moins bien et qui représente donc l'évolution du bilan de masse de surface du Groenland. Et on voit qu'à partir des années ici 95-2000, eh bien, ce bilan de masse de surface devient négatif et contribue à la perte de masse. Donc voilà pour un peu un panorama, je dirais, bien connu des effets du réchauffement climatique, pour le dire de manière très globale, très schématique, de l'Arctique. Maintenant, on peut regarder les choses d'un peu plus près. Et par exemple, là, j'ai choisi de vous montrer une carte de la tendance du couvert de glace, de la concentration de glace, cette fois-ci sur la période des données satellitaires. Et donc, pour un mois que j'ai pris le mois de février de 2021, donc une période récente, qui représente en gros surtout l'hiver. Et pourquoi j'ai voulu choisir l'hiver? Parce que sur cette carte, en fait, on voit que par rapport à un couvert d'été qui fondrait un petit peu sur toute l'étendue du bassin central arctique, on voit qu'ici les choses se concentrent plus. Donc les parties bleues sont les parties négatives, où la glace a en moyenne sur cette période diminué en étendue et en concentration. Et bien on voit que ces zones bleues se concentrent sur la périphérie du bassin arctique en hiver. C'est je dirais, c'est une classique du regard qu'on a sur l'hiver sur la période récente. Et pourquoi en fait? Parce qu'en fait, ce sont dans ces régions, donc mer du Labrador ici, mer nordique, que j'appellerais les mers nordiques ici, qui inclut aussi la mer de Barents et la mer d'Okhotsk ici, eh bien, ce sont des régions qui sont en bordure de la banquise et qui sont soumises aux effets de l'océan. Donc, en fait, ce type d'image incite à penser que
toute cette évolution de la cryosphère, aussi bien marine que terrestre, en Arctique, n'est pas sans mettre en jeu des processus qui la relient à l'océan. Qui les relient à l'océan, pardon. Et si on pousse un petit peu plus loin et qu'on regarde, on essaye de quantifier le rôle de l'océan dans cette évolution de la cryosphère, là je vous montre un graphe. Donc nous sommes dans l'Arctique central, le Groenland est ici, et les barres ici jaunes et rouges représentent la contribution atmosphérique et océanique à la fonte d'été pour une année particulière. Ça a été fait en 2008, et on voit que en fait la contribution de l'océan, ici marquée en, que je ne me trompe pas parce qu'elles sont, la contribution de l'océan est en jaune ici, on voit qu'elle est à peu près équivalente à la contribution de l'atmosphère, voire même dans des régions un peu en marge de la banquise, la fonte océanique est plus importante. Donc on voit aussi que l'océan joue un rôle majeur dans l'évolution de la cryosphère. Et si on regarde sur un certain nombre d'années ici, on voit des séries temporelles qui s'étendent depuis les années 50 jusqu'aux années 2000. Eh bien, on voit que le rapport entre la contribution océanique ici en rouge et la contribution atmosphérique en bleu, on voit que la contribution atmosphérique a tendance à augmenter dans le temps. Océanique a tendance à augmenter dans le temps. Donc, c'est une espèce d'introduction pour essayer de vous convaincre que l'océan Arctique peut jouer un rôle dans le changement climatique en Arctique, s'il fallait être convaincu. Une dernière observation sur le couvert de glace, et j'en passerai aux effets de l'océan, à la contribution de l'océan. Ici, ce sont aussi des graphes que beaucoup d'entre vous auront vus. C'est donc la décroissance de la concentration de l'étendue en glace pluriannuelle en Arctique. Donc là, on rentre dans des variations qui sont, je dirais, des variations de nature du couvert de glace plus que dans son étendue, qui est quelque chose de relativement basique. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, la décroissance en fait, du couvert de glace en termes, se traduit essentiellement par un changement d'âge. Et sur la série temporelle ici, qui s'étend de 85 aux années récentes, eh bien, on voit que la concentration en glace ancienne de plus de 4 ans d'âge a diminué drastiquement au cours des dernières années. Et en fait, ces glaces pluriannuelles sont ces glaces qui survivent à la fonte estivale, donc qui survivent sur plusieurs hivers et sur plusieurs cycles de fonte et de croissance. Et elles représentent donc d'une certaine manière une espèce de mémoire et une espèce de capacité à encaisser les fluctuations climatiques. Et cette capacité donc est en train de diminuer drastiquement. Et on voit deux cartes ici. Les glaces jeunes sont les glaces bleues, les glaces rouges sont les glaces vieilles. Et bien, on voit très bien qu'entre 2 années différentes ici, eh bien, la situation que l'on a maintenant est une situation de glace essentiellement jeune, donc de première année, une glace saisonnière qui va disparaître chaque été. Et on voit ici aussi que dans ce changement de nature du couvert de glace, eh bien on a aussi un changement dans la dérive des glaces. Ici, ça n'est pas la dérive des glaces que vous voyez avec ces flèches, mais c'est l'anomalie de dérive, c'est-à-dire la tendance sur la même période satellitale, une période un peu plus courte. Ici, ce sont la décennie des années 2000. Et on voit très bien une accélération de la dérive des glaces ici, marquée par cette dérive ici qui vient de l'ouest de l'Arctique et qui sort par le détroit de Fram. De même aussi une accélération de la dérive qui vient des plateaux sibériens. Donc, on est dans un système qui change beaucoup au niveau de la cryosphère marine, dont on sait que l'océan est probablement l'un des acteurs importants. Et on se trouve face au problème qu'on connaît très mal, cet océan Arctique. La raison en est, par rapport à ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est que l'océan, du fait de son couvert de glace, est difficilement accessible depuis les satellites. Or, depuis 40-50 ans, un grand acquis au niveau de la connaissance de l'océan est certainement lié aux satellites. D'une part, par l'observation depuis l'espace, qui permet en effet d'avoir une image de la surface océanique et éventuellement d'anticiper aussi ce qui se passe dans la colonne d'eau par des méthodes plus indirectes, mais aussi qui permet, dans le cas présent de cette image que je vous montre, qui permet de relayer éventuellement de l'information acquise à partir de capteurs autonomes. En l'occurrence ici, il s'agit de flotteurs Argo, donc ce sont des flotteurs qui profilent dans la colonne d'eau, donc qui permettent de récupérer une information absolument essentielle sur les propriétés thermiques et en salinité de l'océan. C'est d'ailleurs à partir de ces flotteurs qu'on a pu évaluer de manière beaucoup plus précise la contribution de la dilatation thermique des océans au niveau de la mer. Et quand on regarde cette carte, là j'ai pris une carte donc, du dernier mois,
les couleurs n'ont pas d'intérêt, ce sont les appartenances aux différents pays. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que si on prend la moyenne des flotteurs qui sont actuellement à l'œuvre dans l'océan, eh bien, il n'y a quasiment rien en océan Arctique. Et la raison en est qu'il y a un couvert de glace qui empêche les flotteurs de pouvoir communiquer avec les satellites et de pouvoir donc transmettre leur position. Donc on est vraiment face à, quand on veut parler d'océan Arctique, on est face à un grand problème d'observation et je reviendrai là-dessus à la fin de mon exposé. Alors, je vais faire un petit retour historique parce qu'on connaît quand même un tout petit peu mieux l'océan Arctique qu'on ne le connaissait il y a 4 siècles ou 5 siècles. Et je vais essayer, par 2 ou 3 images, de vous le resuggérer à nouveau, comme chacun le sait. Donc, les premières cartes de l'Arctique qui viennent de la classe de Mercator-Ongus. C'est cette carte qui est très belle, on la voit partout, mais je l'ai remise parce que je la trouve très belle, et qui avait déjà en tête l'idée d'un océan. Alors, il faut savoir que jusqu'à la fin du 19e, on a beaucoup cru à un océan Arctique libre de glace, pour des raisons que je pourrais vous dire ultérieurement. Et donc, cette carte de Mercator qui date de la fin du XVIe siècle, en fait, elle reprend cette idée d'un Arctique libre de glace que vous voyez ici, mais elle avait aussi ceci d'original, c'est qu'elle avait un continent au centre de l'océan Arctique, divisé en 4 parties. Et on en est resté longtemps à l'idée que le pôle Nord devait être matérialisé par une terre. Et puis donc, les années, les siècles ont passé, et en même temps a émergé l'idée de ce qu'on appelle donc la mer polaire ouverte, idée qui a été ici matérialisée par Silas Bent, et qui est en fait liée à l'idée qu'en fait on ne pouvait matériellement pas avoir de glace dans l'océan Arctique, alors pour des raisons qui ont évolué au cours des siècles. Au XVIe siècle, on pensait tout bêtement que la mer ne pouvait pas geler. Et puis après, des gens très sérieux ont dit que, comme Lomonosov, ont dit que s'il y avait de la glace, si elle pouvait se former, ça ne pouvait être que près des côtes, donc il devait subsister une mer libre autour du pôle. Et puis, pourquoi j'en viens à Silas Bent? Parce qu'en fait, c'est un marchand anglais en fait, qui avait, dès le XVIe siècle, émis l'idée que probablement il y avait une route de toute façon pour aller en Chine. C'était un marchand qui voulait aller en Chine. Il avait déjà émis l'idée qu'il devait y avoir une route pour traverser l'océan Arctique à cause de courants chauds. Et cette idée a été reprise par un géographe allemand, Petermann, et finalement a trouvé tout son essor dans le 19e siècle, à la suite de toutes ces théories plus ou moins approximatives sur la capacité de l'océan à geler. Et on est donc parti pendant tout le 19e siècle à la recherche de ces courants chauds qui pourraient permettre un passage dans l'océan Arctique. Et je l'ai mis là parce que je trouve que c'est très pertinent lorsqu'on parle d'océan Arctique actuellement et surtout du rôle de l'océan dans le changement climatique. Alors, pour la petite histoire, on pensait quand même qu'autour de cet océan Arctique devait nécessairement, au cours du temps, on s'est dit qu'il devait nécessairement y avoir une couronne de glace que vous voyez ici, puisque quand même tous les navigateurs et tous les explorateurs s'étaient quand même trouvés confrontés aux glaces, donc elles devaient exister, mais ce qu'on pensait, c'était qu'il fallait passer derrière cette couronne de glace. Il y avait même un petit malin qui avait prétendu, et il s'appelle, je ne sais plus, John Sheldon, qui avait prétendu avoir vu le pôle et un cône métallique autour du pôle. Et je trouve cette image tellement drôle que je voulais mis là, mais c'est juste pour la petite histoire. Il a même fait l'objet 40 ans plus tard d'une petite notice dans un journal régional du New Jersey. In fine, on en était à ces élucubrations sur une route polaire ouverte lorsque est arrivé le désastre de la Jeannette. Donc la Jeannette, en fait, elle avait suivi l'idée de Petermann d'accéder à l'Arctique, non pas par le Gulf Stream, comme était l'idée originelle de Silas Bent, mais plutôt par le détroit de Bering et par le Kuroshio. Et donc, elle est partie du détroit de Bering, et puis, en fait, très vite, s'est retrouvée prise dans les glaces, puis ça a été un drame, l'équipage a péri, et les débris de la Jeannette ont commencé à dériver. Ils ont dérivé en fait depuis les îles de Nouvelle-Sibérie ici, jusqu'à, on les a retrouvés 3 ans plus tard au sud-ouest du Groenland, ici à Julenhab. Et en fait, on ne connaît pas évidemment sa dérive, c'est ce qui est schématisé ici sur cette carte, mais une dérive
dont on sait maintenant qu'elle est passée par le détroit de Fram et puis qu'elle a donc matérialisé un grand courant ici, polaire, qui transportait la glace, puisqu'elle était prise dans les glaces, et qui permettait de traverser l'Arctique. Donc ça a été quand même une idée, enfin une trouvaille, entre guillemets, lorsqu'on a retrouvé les débris du bateau ici. Il y avait, mais pour la petite histoire, je vous ai mis ici un texte que j'ai retrouvé dans la publication Nature, très fameuse, de 1884, où un certain Newall prétendait haut et fort, et sans même avoir le moindre doute, qu'il était impossible que la Jeannette soit passée par le détroit de Fram ici, et qu'elle devait nécessairement être allée en ligne droite, directement se perdre dans l'archipel canadien et revenir ici par la baie de Baffin. Donc on voit quand même que la science a fait des progrès depuis, mais il y avait quelqu'un de beaucoup plus visionnaire que Newall, qui était Nansen, et qui s'est dit, si la Jeannette a été retrouvée là, c'est qu'il doit y avoir un courant polaire, et je dois pouvoir être capable, moi, de retourner là où la Jeannette s'est fait prendre dans les glaces, et me laisser prendre dans une dérive, mais cette fois-ci une dérive mise à profit pour faire des mesures de science, et pour faire tout un certain nombre d'études environnementales, médicales et autres. Et donc, c'est l'origine de l'idée de Nansen. Et Nansen, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti avec un bateau, cette fois-ci, bien approprié, donc le fameux Fram, qui avait une coque, non pas renforcée glace, mais d'une forme telle que le bateau se trouvait soulevé dans les glaces et non pas enserré par les glaces. Et les premières grandes trouvailles de l'Arctique, donc liées à Nansen, sont vraiment des trouvailles qui, je dirais, n'ont pas été remises en cause depuis plus d'un siècle, et notamment ce qui a été publié dans les résultats de son expédition scientifique, c'est l'idée que l'océan Arctique n'était pas d'abord libre de glace, ça on le savait depuis le naufrage de la Jeannette, mais surtout que c'était un océan profond. Il n'a pas pu aller au fond parce qu'il n'avait pas des sondages qui le lui permettaient, mais il a montré quand même qu'on avait un océan qui était bien au-delà de 1000 mètres, pardon. Et puis surtout, il a montré l'existence d'une couche chaude et salée qui préexistait sous une couche froide et peu salée. Donc vous voyez ici sur cette carte, qui est une carte transversale le long de la dérive, donc elle n'est pas synoptique puisque la dérive a duré 3 ans aussi pour le Fram, mais on voit très bien qu'il y a un contraste de salinité. Ils ont été capables de mettre en évidence en surface une couche peu salée et en dessous surtout une couche salée mais surtout chaude. Donc là, je vous montre une couche de salinité, mais on aurait le même contraste en température. Alors cette vision de Nansen, qui était très intéressante, qui a fait vraiment avancer la connaissance de l'océan Arctique, ben, évidemment on en a une vision un peu plus moderne maintenant. Et cette eau atlantique, en fait, que l'on voit ici sur la courbe de gauche, en fait, n'est pas une simple couche inerte et tranquille. C'est en fait, elle est en fait véhiculée, enfin, par un courant qui est le courant atlantique, qui n'est en fait autre que la continuation du Gulf Stream qui pénètre dans les mers nordiques. Et on voit ici sa trajectoire schématisée, bien sûr, mais on voit donc que c'est un courant que l'on dit circumpolaire qui fait le tour. Et pourquoi il fait le tour de l'océan Arctique? Parce qu'il est en fait guidé par la topographie, c'est un principe dynamique, mais il fait aussi l'objet de nombreuses recirculations et aussi de 2 entrées, l'une par le détroit de Fram et l'autre par la mer de Barents. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous dire que c'est ce courant-là qui va nous intéresser, nous, beaucoup, quand il va s'agir de regarder comment le changement climatique et comment la variabilité de l'Arctique peut être affectée par l'océan lui-même. Et ce que montre aussi cette carte, décidément, ce que montre cette carte aussi, c'est une circulation bleue en surface, qui est la circulation de cette eau douce qui avait été mise en évidence par Nansen. Et cette eau douce ici, en fait, est principalement prise dans 2 types de courants, une circulation anticyclonique ici, qui est le gire de Beaufort, et une dérive transpolaire ici, qui emmène l'eau douce vers le large. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que cette eau douce, mais qui avait déjà été anticipée par Nansen, c'est que cette eau douce est pour beaucoup alimentée par les fleuves sibériens, que vous voyez ici schématisés. Et ces fleuves, un peu aussi par les fleuves canadiens, mais c'est 90% du ruissellement des fleuves est produit par la Sibérie ici, et que ce sont en fait ces fleuves sibériens qui maintiennent pour une grande part l'existence de cette couche d'eau douce. Et sur la droite, ce que je vous montre ici, c'est la température dans le cœur de l'eau Atlantique. Et on voit très bien ici que l'eau Atlantique, quand elle rentre, est suffisamment chaude. Elle est de l'ordre de 2-3 degrés, mais par contre, dès qu'elle tourne autour de l'océan Arctique, eh bien, elle perd ses propriétés chaudes et finit par être proche de 0 degré lorsqu'elle ressort ici par le détroit de Fram au niveau des mers nordiques. Alors, cette circulation, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'en fait, elle fait aussi le lien avec l'océan global.
L'océan global, en fait, peut être schématisé par cette grande circulation cyclonique, pardon, pas cyclonique du tout, mais cette circulation de retournement, excusez-moi, qui se fait entre une couche de surface chaude ici, que vous voyez, qu'on peut suivre ici et qui reprend le système du Gulf Stream dans l'Atlantique Nord, et puis une circulation froide ici en profondeur, qui est ici en bleu, et qui s'étend depuis, qui s'écoule depuis l'Arctique, ici matérialisé par ces points noirs, jusque, pour ce qui est de l'Atlantique, jusqu'en Antarctique où elle remonte. Et ce que l'on voit, c'est que ce que l'on sait, pardon, c'est que cette circulation de retournement, elle est essentiellement, son moteur est essentiellement situé en Arctique et en Antarctique, mais pour beaucoup en Arctique où se fait le refroidissement et la densification de ces eaux chaudes portées par le Gulf Stream et le courant d'eau atlantique que je vous ai montré tout à l'heure, pour les transformer en eau froide. Donc toute modification, le message qui est passé ici, c'est que toute modification de ces centres de transformation d'eau chaude en eau froide ou d'eau légère en eau dense aura un impact sur la circulation globale. Et vice-versa, tout changement de la circulation globale aura un impact sur la circulation en Arctique. Et c'est la même vision ici, mais sur une coupe verticale de l'Antarctique vers l'Arctique, où l'on voit en fait, où l'on matérialise ici schématiquement ce qu'on appelle l'overflow des eaux denses formées en Arctique ici et dans les mers nordiques vers la circulation mondiale qui tapisse le fond de l'océan. Donc on voit ici tout le fait que ces overflows ici, ces seuils, ce sont des seuils topographiques qui font moins de 1000 mètres, et bien ces seuils agissent un petit peu comme un filtre entre les signaux qui sont de variabilité qui vont être dans l'océan global et ceux que l'on va retrouver en Arctique, et ceci dans les deux sens. Alors, j'ai évoqué en dehors de l'eau atlantique le réservoir d'eau douce, et pourquoi je reviens dessus? Parce que c'est un réservoir qui a un fort impact sur la variabilité en Arctique actuellement. C'est en gros, comme je l'ai dit, c'est un réservoir qui est alimenté pour une grande part par le ruissellement des fleuves, mais aussi par l'excédent de précipitations, bien sûr, et aussi, bien sûr, pour la partie liquide, par la fonte des glaces. Et ce réservoir fait une centaine de milliers de kilomètres cubes. Hein. Il augmente régulièrement depuis les décennies récentes. On a une augmentation qui atteint plus de 10% du réservoir actuellement. Et c'est un réservoir qui est renouvelé, en fait, à peu près pour moins de 10% de son volume, régulièrement par les arrivées d'eau douce donc des surfaces continentales, du continent, et par un export, essentiellement par le détroit de Fram. Et c'est ce que montre ici ce schéma, c'est la circulation de l'eau douce qui ressemble au schéma un peu que je vous ai montré tout à l'heure et qui montre en fait les chemins préférables de l'eau douce et qui montre aussi en fait ce contraste de couleurs qui est une manière de mesurer l'eau douce en Arctique, c'est-à-dire le nombre de mètres d'eau douce que vous récupérez dans la colonne d'eau si vous essayez de récupérer l'excédent d'eau douce par rapport à une salinité de référence. Donc, en gros, vous avez une salinité qui varie dans l'espace et en fonction, plus la salinité est basse, plus la proportion d'eau douce par rapport à une salinité de référence sera grande. Et on voit que le gros du réservoir est ici, dans le gir de Beaufort, où on peut atteindre des hauteurs d'eau douce de l'ordre de 20 mètres. Alors, ce qu'il faut garder de ces généralités, c'est qu'en gros, on voit ici un potentiel d'impact de l'Arctique sur la circulation globale par le fait que ces exports d'eau douce vont venir perturber la dynamique des mers nordiques tout d'abord ici, entre le Groenland et la Norvège, puis de la circulation globale que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, cette dynamique océanique est probablement ce qui va réguler, contrôler les changements en Arctique. Alors, on s'est beaucoup intéressé à ça au niveau de l'océan, et l'un des aspects qu'on a regardé notamment, c'est non pas l'eau douce qui venait de Fram, mais on s'est intéressé à savoir si l'augmentation de la fonte du Groenland que l'on voit actuellement pouvait avoir elle aussi un impact sur la distribution de l'eau douce vers l'Atlantique et donc la circulation grande circulation de retournement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que cette circulation de retournement, en fait, il y a un préalable peut-être à dire, c'est qu'elle est bien sûr, son moteur, c'est le refroidissement des eaux chaudes en arrivant vers les pôles, mais c'est aussi, elle est aussi modulée par la présence d'eau douce. Lorsque vous avez de l'eau douce en surface, c'est comme une espèce de couvercle
qui augmente la stratification des eaux de surface et limite la transformation des eaux chaudes en eau froide. Donc, il est intéressant de savoir si cette eau douce, puisqu'elle est en train d'augmenter en Arctique et qu'elle augmente aussi du fait de la fonte du Groenland, est-ce qu'elle peut avoir un impact? Et on a regardé un petit peu à partir d'un modèle très haute résolution, c'est-à-dire qui permet de prendre en compte la circulation océanique jusque dans ses composantes mésoéchelles et tourbillonnaires, qui sont très importantes pour le transport des propriétés dans l'océan. Puis on a essayé de regarder si cette fonte du Groenland pouvait impacter les deux grands centres de transformation d'eau dense que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont les mers nordiques ici, la mer du Groenland et la mer du Labrador ici. Et ce qu'on voit, c'est que cette eau douce qui est schématisée ici, qui est en gros concentrée sur la côte et s'étend difficilement dans un premier temps vers le large, eh bien en fait, elle est transportée rapidement. Là, c'est une image au bout de 10 ans de fonte du Groenland, au taux actuel. Hein, donc le Groenland envoie à peu près 20 millisverdrup, c'est-à-dire 20 milliers de mètres cubes vers l'océan par année, hein, dont un bon cinquième vers les mers nordiques ici. Et on voit que en fait, cette eau douce, qui est schématisée ici en rouge, eh bien, elle s'accumule très vite en mer du Labrador, avec un potentiel très fort sur l'arrêt de la convection et donc un potentiel ralentissement de la circulation thermohaline ici. Par contre, dans les mers nordiques, l'histoire est un peu plus compliquée, d'où tout l'intérêt d'avoir une représentation de la circulation océanique fine. On voit que cette eau douce, les centres de convection sont ici au centre de les mers nordiques, ils sont plutôt à la périphérie, avec un impact relativement modéré sur le centre convectif lui-même. Donc ça, ce sont des résultats qui sont en cours et qui aussi peuvent être généralisés dans des modèles couplés de climat où l'on étudie aussi la sensibilité de la circulation thermohaline globale à la modification des centres de convectifs par l'eau douce de l'Arctique. Alors, d'autres mécanismes qu'on a pu mettre en évidence sont des mécanismes, cette fois-ci, qui sont liés à la variabilité atmosphérique. Et c'est le point que je voudrais faire ici, c'est que la variabilité atmosphérique est très importante aussi pour la dynamique des eaux dans les régions arctiques. Ici, on a mis en évidence un mécanisme très simple lié à des vents orographiques au sud du Groenland qui permettent de faire une diversion de l'eau douce ici à l'est du Groenland, qui ensuite, l'eau douce qui transite de manière passive vers la mer du Labrador et induit une augmentation de l'englacement de la mer du Labrador avec des impacts potentiels sur la convection en mer du Labrador. Donc là, c'est un mécanisme qui est non pas lié à la fonte du Groenland, mais qui est lié plutôt à la diversion par les courants marins de l'eau douce préexistante au niveau du Groenland du fait d'une augmentation de la circulation atmosphérique. Et ce type d'événement qui transporte donc de manière passive par la circulation océanique des anomalies d'eau douce engendrées par le vent ou engendrées par l'export d'eau douce depuis l'Arctique, eh bien, en fait, on en a eu un exemple absolument exceptionnel à la fin des années 60, dans les années 68-70, où ce qu'on a appelé la grande anomalie de salinité, qui cette fois-ci était bien engendrée par un excès d'eau douce exportée depuis l'Arctique par les détroits de Fram, a donné lieu à un arrêt de la convection 2 ans plus tard en mer du Labrador, arrêt de la convection que vous voyez ici marqué par la diminution de la salinité des eaux de surface et par contre l'absence de changement de salinité des eaux de fond du fait qu'elles n'étaient plus renouvelées. Donc voilà des exemples d'impact de potentiel des variations en Arctique, à la fois au niveau de la fonte du Groenland et du réservoir d'eau douce de l'océan Arctique lui-même sur la circulation thermohaline et la circulation globale. Alors, si je reviens sur cette idée, c'est qu'il est important aussi de voir l'effet retour, c'est-à-dire quel impact peut avoir cette circulation thermohaline mondiale, thermohaline ou autre, d'ailleurs, la circulation globale océanique sur l'Arctique. Et on a un modèle en tête sur l'Arctique, c'est qu'en fait, c'est une Méditerranée, alors un concept qui a été évoqué en premier par Sverdrup dans les années 40, mais qui est l'idée qu'en gros, c'est un océan qui communique de manière relativement restreinte par des entrées essentiellement vers l'océan Atlantique, avec une petite ouverture vers l'océan vers l'océan Pacifique par Bering, mais Bering est une entrée relativement peu profonde et étroite, typiquement 80 km, très peu profonde, alors que le passage ici vers l'Atlantique, c'est le détroit de Fram, c'est 500 km et un seuil à 2600 mètres. Donc, on est ici dans une pseudo-Méditerranée, si on néglige Bering.
Et l'entrée d'eau dans cette Méditerranée est largement dépendant de la capacité à faire rentrer cette eau au niveau du détroit de Fram ici ou des seuils plus au sud des mers nordiques, autrement dit à l'entrée du domaine arctique. Et cette capacité à pousser l'eau, je dirais l'eau atlantique dans l'Arctique, en fait, elle est pour une part, pas complètement, régulée par la circulation atmosphérique, et notamment un indice que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, qui est l'oscillation arctique, l'oscillation nord-atlantique, pardon, qui est un peu liée à l'oscillation arctique, mais qui est en gros la différence entre la pression atmosphérique dans la dépression d'Islande, qui serait schématisée ici, et la dépression et la haute pression des Açores. Et on voit que cet indice de pression sur le siècle varie beaucoup, mais on voit aussi qu'il a une variabilité donc, très rapide d'une année sur l'autre, mais il a aussi une variabilité que je dirais décennale, voire multidécennale, qui est en gros une variabilité qui peut avoir un impact sur des variabilités lentes, enfin une variabilité décennale de l'entrée d'eau atlantique en Arctique. Donc il faut aussi prendre en compte cet effet retour. Et notamment, on voit, pour symboliser, donc là c'est un zoom sur la circulation dans les mers nordiques avant l'entrée dans l'Arctique ici. On voit ce courant d'eau atlantique ici qui passe à l'est de l'Islande essentiellement, avec une petite part à l'ouest, et qui subit les effets de la dépression d'Islande ici. Et on voit que le vent, en fait, dans les mers nordiques, qui est montré ici par cette courbe noire, alors ce n'est pas le vent lui-même, mais c'est sa partie rotationnelle, peu importe, on voit que l'ampleur cyclonique des vents, on va le dire, dans les mers nordiques, eh bien, elle est relativement, pas complètement, mais elle explique une part importante de l'ordre de 50% de la variabilité de l'eau atlantique qui rentre, non pas cette fois-ci ici, mais qui rentre dans le détroit de Fram. Donc on voit que la partie ultime de l'entrée d'eau atlantique dans le détroit de Fram est finalement reliée pour une bonne part à cette zone des mers nordiques qui agit comme un buffer, comme un contrôleur de l'entrée des eaux chaudes du Gulf Stream vers l'océan Arctique. Alors, on s'est intéressé, pour notre part, à regarder un peu plus comment se faisait ce contrôle de l'entrée de l'eau atlantique vers l'Arctique. Et on a ici un exemple d'une simulation numérique, donc c'est un modèle, mais qui permet de visualiser avec beaucoup de... Un petit peu. Alors, tu passes tout à l'heure, là? Je pense que votre micro est resté ouvert. Non, mais c'est pas grave, je peux l'arrêter quand je veux. Monique, il faut arrêter votre micro. Tu viens quand pour arroser? Monique, il faut arrêter votre micro. Voilà. Alors après ce petit interlude qui va me permettre de boire. D'accord, parce que moi à 20h, j'ai ma chorale, mais je peux m'y mettre vers les 6h. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Oui, moi je peux commencer. Madame Hamon. Pardon. Merci. Excusez-moi. Je vous en prie. J'avais coupé. Non, il est ouvert. Très bien, merci. Donc, j'en étais restée à des études que nous faisons un peu plus fines sur ce qui régule l'entrée d'eau atlantique en Arctique. Et là, je vous montre des expériences faites à partir d'un modèle, du même modèle haute résolution que j'ai mentionné tout à l'heure. Et là, on a inséminé le modèle avec des particules qu'on a introduites au niveau de l'entrée de l'Arctique ici, des particules au niveau de l'eau atlantique, pour essayer de voir en effet retour d'où ces particules proviennent et par quel est leur cheminement préférentiel, de manière à pouvoir expliquer comment ce flux d'eau atlantique vers l'Arctique varie et éventuellement est contrôlé par les processus en amont dans les mers nordiques et dans l'Atlantique. Et ce que je vous montre ici, ce sont les 3 branches principales qu'on a pu mettre en évidence. Donc, c'est des choses qui sont déjà connues. On sait que l'eau atlantique ne rentre pas sur une veine unique, mais qu'il y a 3 veines d'eau qui participent à la constitution de ce courant d'eau atlantique ensuite qui circule autour de l'Arctique. Donc, la branche du Svalbard, la branche du cœur du Yarmak Plateau, qui est un plateau topographique ici, puis une branche qui fait le tour par le nord. Mais ce que ces expériences permettent de montrer, c'est que la variabilité associée à chacune de ces branches est très différente en fonction donc d'une part de... Alors, elle est très différente
Et elle est à la fois différente sur le plan saisonnier et sur le plan variation d'une année sur l'autre. C'est ce que montre ce graphe en dessous. C'est en gros de 98 à 2018, donc sur une vingtaine d'années, l'évolution, peu importe, ne cherchez pas à lire, l'évolution de ces 3 branches de courant, donc chaque couleur correspond à une branche, dont on voit clairement qu'elles ont un cycle saisonnier marqué pour la plupart d'entre elles, voire pour les 3 d'entre elles, ont un cycle saisonnier marqué. Et que vous voyez ici, donc par ces pics réguliers, avec un transport qui est plus fort en hiver qu'en été, mais aussi on voit que la contribution respective de ces différentes branches varie en fonction du temps, donc en fonction de l'année. Donc d'une année sur l'autre, on aura une branche qui va prédominer sur l'autre. Et puis aussi que d'un point de vue plus décennal, je dirais, une variation plus lente, on voit des périodes où le transport global total qui est en noir ici est fort, et puis des périodes plus faibles. Et quand on voit que les observations que l'on a de cette entrée d'eau atlantique sont très parcellaires, eh bien, on peut se dire qu'il y a quand même une grande incertitude sur ce qu'on va pouvoir récupérer comme information, selon que l'on se passe sur une période avant les années 2000, pendant les années 2000-2010 ou dans la période plus récente. Donc, juste une idée qu'un modèle peut vous donner sur les mécanismes. Alors là, on n'en est pas sur les mécanismes, on a déjà caractérisé la variabilité, mais ensuite, nous, ce qu'on a regardé, c'est quels sont les mécanismes qui prévalent à la variabilité différenciée de ces 3 veines d'eau atlantique. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout l'intérêt de considérer l'Atlantique dans une vision globale par rapport à l'Atlantique principalement, puisque ses communications avec le Pacifique sont plus réduites, mais il y a aussi des problèmes en fonction vis-à-vis du Pacifique. Et maintenant, je voulais, dans une dernière partie, vous montrer un petit peu ce qu'on tire de ces éléments de dynamique océanique pour expliquer ou pour comprendre la variabilité en Arctique. Et notamment, là, j'ai choisi de vous montrer plutôt les tendances en ce qui concerne cette diapositive. Donc, il y a une variabilité superposée aux tendances en Arctique. Là, je montre tout d'abord le réchauffement. Donc, le réchauffement de l'Arctique qui est pris ici au niveau de l'eau atlantique, où l'on voit donc une image des années 70 et ici une image des années 2000. On voit bien que, grosso modo, tout l'Arctique se réchauffe et la différence entre ces deux, pour vous aider à évaluer la différence, elle est ici. Donc, elle est en rouge, donc avec une échelle différente. On voit qu'on a des anomalies qui peuvent atteindre plus de 0,5 degrés dans la veine d'eau atlantique du côté est-arctique, du côté eurasien. Un réchauffement qui est peut-être moindre ici au niveau de l'eau atlantique, même si on en a un autre dans la partie supérieure que je ne vous montrerai pas, mais il y a un réchauffement plus haut dans la colonne d'eau dans le cirque de Beaufort ici. Et ce qu'on voit donc, c'est que ce réchauffement complet, il est, si on regarde un petit peu, donc là, ce sont des tendances linéaires, donc on fait la différence entre ce qu'on a dans les années 2000 et ce qu'on a dans les années 70. Mais si je regarde plus précisément l'évolution temporelle de la température de l'eau atlantique dans ces profondeurs où la température est maximale, eh bien on voit une grande variabilité donc interannuelle bien sûr, mais aussi une variabilité un petit peu multidécennale avec une tendance ici à une augmentation qui dure maintenant depuis une trentaine d'années, depuis les années 80 jusqu'à nos jours, dans le cœur de l'eau atlantique. Alors, si on regarde la salinité, on peut se dire d'où viennent ces grandes tendances au réchauffement. On sait que l'océan se réchauffe globalement du fait de l'évolution du climat. Maintenant, on a vu aussi que les signaux que l'on voit dans l'Arctique ne sont pas nécessairement les signaux de l'océan global et qu'ils sont filtrés par un ensemble de processus qui interviennent en amont. Et si l'on regarde, par exemple, mais si l'on regarde le flux de chaleur, le flux de chaleur océanique associé à cette entrée d'eau atlantique dans l'Arctique, eh bien, en fait, on voit aussi que ce flux de chaleur a une tendance très forte sur les dernières années. Ici, on est aussi sur le siècle entre 1900 et 2020, donc il y a une partie reconstruction, hein, tout n'est pas bien sûr de l'observation. Et ce qu'on voit, c'est que le flux de chaleur qui entre dans les mers nordiques, alors cette fois-ci, je ne suis plus dans le détroit de Fram, mais je suis au sud des mers nordiques sur ces seuils où justement, on trouve cet overflow d'eau dense, eh bien, on voit qu'on a une tendance donc, générale à l'augmentation du flux de chaleur sur toute cette période et sans doute avec une augmentation plus rapide ici sur
sur les dernières décennies. Et on voit aussi qu'il y a plusieurs composantes dans ce flux de chaleur, qui est globalement de l'ordre de 200 TW. Donc, il faut savoir que ce flux de chaleur donc, est pour une part fait par la circulation de surface, qu'on appelle la circulation de gire, mais aussi pour une part qui nous intéressera peut-être moins ici en ce qui concerne l'Arctique, par la circulation d'overturning, c'est-à-dire que quand vous exportez des eaux froides vers l'océan Atlantique, c'est comme si vous faisiez rentrer de l'eau chaude en Arctique. Donc, ce n'est pas cette circulation-là qui nous intéresse, mais peut-être la contribution de gire ici. Et donc, le net de tout ça, c'est qu'il en rentre à peu près entre 10 et 30 TW par le détroit de Fram, un peu plus par la mer de Barents en Arctique. Donc, on en perd une grande partie dans les mers nordiques, puisque là, on a une moyenne de l'ordre de 200 TW. Je rappelle qu'un TW, c'est 10 puissance 12 watts. Et donc, on peut se dire que les mers nordiques sont un buffer important aussi, non seulement pour la circulation liée au vent, mais aussi pour tout ce qui est échange de chaleur avec l'atmosphère. Et elles sont aussi un buffer important si on regarde les variations de salinité. Et là, c'est plus qu'un buffer, c'est même un contrôleur des variations de salinité en Arctique. Sur la courbe bleue, vous avez la tendance à la variation de la salinité sur les 40 dernières années dans le bassin eurasien, c'est-à-dire un petit peu au nord de la mer de la Tef. Donc c'est ici, on voit à nouveau, comme pour la température de l'eau atlantique, là on est en subsurface, on est au-dessus de l'eau atlantique, on voit une grande variabilité avec une tendance qui s'affirme, disons, depuis les années 2000, qui est plus récente que la tendance en température. Et on voit aussi cette courbe rouge qui est relativement bien corrélée avec la courbe bleue et qui représente en fait la salinité dans les mers nordiques, alors non pas dans le détroit de Fram, mais en mer de Barents, là où en fait se trouve un export de glace très important depuis l'Arctique. Et cet export de glace a tendance à diminuer depuis de nombreuses, je dirais, années, voire depuis 2 décennies. Et cette diminution du couvert de glace en mer de Barents, qui est un signal climatique très fort, hein, c'est la région de l'Arctique qui voit la diminution la plus forte du couvert de glace hivernale depuis depuis le début des données satellitaires, eh bien, en fait, elle réduit la salinité en mer de Barents. Et finalement, ce qu'on réalise ici, c'est que le signal de densité de salinité que l'on voit à l'intérieur de l'océan Arctique, au niveau de la mer de la Tef, il est en fait pour partie une résultante de l'augmentation de la salinité en mer de Barents, avec bien sûr un décalage temporel qui est ici pris en compte, décalage d'une année ici pour le temps de transit de ces anomalies de densité. Donc voilà l'état un peu de la variabilité que l'on voit actuellement, donc un flux de chaleur qui augmente entrant dans l'Arctique qui augmente, et une salinité qui augmente. Et le résultat de tout ça, c'est ce qu'on a appelé l'atlantification de l'Arctique. Et l'atlantification, en fait, la conséquence majeure, c'est qu'il y a moins de stratification en Arctique maintenant qu'avant. Donc, autrement dit, l'augmentation de salinité dans les eaux de surface de l'Arctique va avoir tendance à diminuer cette stabilité des eaux entre les eaux douces de surface et les eaux salées en subsurface, qui sont celles de l'eau atlantique. Alors, on a voulu regarder, nous, de plus près, qu'est-ce que ces changements de salinité et de température, cette baisse de stratification en Arctique, pouvaient impliquer pour le mélange vertical, c'est-à-dire le mélange des eaux chaudes de l'Atlantique vers la surface et éventuellement l'impact sur le couvert de glace. Donc ça, c'est une expérience qui a été menée, une expérience à nouveau à partir d'un modèle, qui a été menée à partir d'une simulation où on a cherché à sélectionner les événements de très forte fonte de la glace dans le bassin arctique en hiver. Et on s'est aperçu que, en fait, l'essentiel de la fonte de glace, des événements de très forte fonte, alors que je dis forte fonte, c'est-à-dire des événements qui sortent de la variabilité ordinaire saisonnière de la banquise en Arctique, et que ces éléments de forte fonte, finalement, se localisent tout particulièrement. Alors là, on est au nord, excusez-moi, j'aurais dû mettre une carte globale, on est au nord de l'archipel du Svalbard, et on a ici le courant d'eau atlantique qui circule le long de la topographie que vous voyez en gris ici, et on voit que le flux de chaleur cédé par l'océan à la glace, en fait, son maximum se trouve
maximum repéré ici par les zones bleues, se trouve au-dessus du courant atlantique. Et si on fait une coupe verticale au travers de ce courant, eh bien voilà, vous avez la profondeur là dans les 50 premiers mètres. On voit cette eau atlantique qui remonte en fait au niveau du courant atlantique et qui se trouve tout à fait prédisposée à échanger de la chaleur avec l'océan. Et ce que je montre ici, c'est une courbe de température. Et cette courbe de température montre des eaux beaucoup plus chaudes à l'aplomb du courant d'eau atlantique, aux plus chaudes qui ont pour conséquence des taux de fonte. Alors je rappelle, nous sommes en hiver, nous sommes ici en janvier 2006. Là, c'était une moyenne sur toutes les années. Là, je suis sur un événement. Et dans cet événement, on est capable de fondre jusqu'à 8 cm de glace par jour, ce qui est un taux absolument important en comparaison du taux moyen de croissance de la glace dans ces régions en hiver. Donc voilà, on voit que des modifications du contenu en salinité et en chaleur de l'océan Arctique ont des impacts sur la dynamique elle-même du courant et du mélange en Arctique et ont la possibilité donc de conduire à des fontes assez spectaculaires de la banquise avec toutes les conséquences que l'on connaît par ailleurs. Alors pour résumer un petit peu ce que je vous ai dit là, parce que je dois arriver un peu à la limite de mon temps, je me suis permis un peu, bon, c'est un petit peu peut-être présomptueux de mettre quelques messages parce que évidemment, comme vous avez vu, je n'ai pu que évoquer quelques exemples des travaux que l'on peut faire pour comprendre la variabilité physique de l'océan Arctique. Et je n'ai bien évidemment pas montré tous les aspects que probablement beaucoup d'entre vous attendaient sur les impacts de ces changements sur les autres compartiments du système climatique. Mais je dois dire que j'aurais pu le faire. Mais en même temps, je pense qu'il est important de comprendre qu'on ne connaît pas tout sur la physique et que donc tous les changements que l'on voit doivent être quand même ramenés à l'aune de toute l'incertitude qu'on a sur l'ampleur du changement climatique lui-même et des changements notamment ici dans ce qui nous concerne de l'océan Arctique. Donc la première idée, c'est que les changements visibles dans l'océan Arctique sont très importants, ça c'est sûr, ils sont visibles et qu'il y a une part importante de ces changements qui reflètent les effets du changement climatique, là je parle des tendances, et aussi de son amplification. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que le système est d'une complexité importante, extrême même je dirais, que je n'ai pas vraiment montré, mais que j'ai évoqué lorsqu'il s'agit de rétroaction, notamment de rétroaction positive, celle qui amplifie les changements. Et donc, ces rétroactions et ces connexions intimes mettent en jeu des échelles globales, et notamment le système climatique global, d'une part, donc échelle régionale, échelle globale, mais aussi des rétroactions avec des compartiments qui sont bien autres que le compartiment océan physique que je vous ai un petit peu exposé aujourd'hui, et qui sont notamment la cryosphère marine, dont on a parlé un peu, mais cryosphère terrestre. On sait que maintenant le Groenland aussi commence, alors ce n'est pas encore un signal climatique avéré, mais on sait qu'il y a un fort risque que les glaciers, que la décharge d'icebergs provenant des glaciers du Groenland augmente de manière importante à cause du réchauffement des eaux marines autour du Groenland, avec les surfaces continentales. Bon, je ne vais pas parler des interactions avec le fait que l'eau douce des surfaces continentales aussi charrie énormément de matières terrigènes, y compris de nutriments qui vont perturber tous les cycles biogéochimiques et biologiques de l'océan Arctique. Et puis, la partie hydrologie continentale aussi qui contrôle finalement les entrées d'eau sur l'océan Arctique. Donc, cette complexité, elle n'émerge pas du tout de cette intervention, mais elle est bien évidemment, on comprend qu'elle est là. Je pense qu'il est important aussi de quantifier la variabilité et que on ne faudrait pas penser qu'on la connaît. Dans beaucoup des séries temporelles que je vous ai montrées, il y a beaucoup de choses qui sont des reconstructions ou qui sont des mélanges d'observations et de modèles. Comme je l'ai dit au tout début, on connaît très peu de choses de l'océan Arctique, du fait qu'on a un manque d'observation crucial, et notamment dans une partie très importante de l'océan qui est l'océan Arctique central, qui est très peu exploré. En fait, beaucoup des jeux de données qu'on a sont des jeux de données périphériques de l'océan Arctique, qu'on se permet parfois d'interpeller pour une vision globale, avec des niveaux d'incertitude qui sont parfois très élevés. Et puis aussi, il nous faut des données sur le long terme, parce que comme je vous l'ai montré aussi un petit peu, on voit une variabilité d'année en année très importante, variété saisonnière aussi très importante, mais on voit aussi des fluctuations beaucoup plus lentes. Ces fluctuations lentes, si on veut pouvoir les détricoter des tendances du changement climatique, autrement dit, détricoter variabilité interne et variabilité
forcés par le changement climatique, il faut pouvoir avoir des observations sur de très longues échelles de temps, ce dont on manque crucialement. Et enfin, je pense qu'il faut rester clair que la compréhension des processus reste le défi majeur pour comprendre les changements en Arctique, et que cette compréhension des processus, on évalue de plus en plus qu'elle doit être faite dans un contexte interdisciplinaire. Alors, c'est justement tout à fait l'inverse de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je n'ai pas montré un seul aspect des compartiments autre que les compartiments physiques de l'océan, mais en fait, c'est probablement un point majeur du changement arctique, c'est qu'il faut prendre en compte tous les compartiments du système pour le comprendre. Pour finir, j'aurais 2-3 remarques. Est-ce que j'ai encore 5 minutes ou est-ce que je passe Non, je vous en prie. Je vous en prie. Je peux prendre encore 5 minutes? Bon. Je voulais juste dire qu'il y a une vision, moi j'aime bien cette vision de l'Arctique comme un estuaire où en gros, ça marche comme un estuaire, comme un fjord. Ce qui rentre en eau chaude ici en subsurface est contrôlé uniquement par ce qui vient par l'apport d'eau douce. Donc on pourrait dire la Sibérie contrôle la dynamique de l'océan Arctique, puisque en fonction de ce qu'on sait très bien, c'est que dans ces systèmes d'estuaires, plus vous mettez d'eau douce, ce qui est montré ici, plus vous mettez d'eau douce, et bien plus vous réduisez l'entrée d'eau atlantique dans l'Arctique. Bon. Ça, c'est un système qui a très peu de degrés de liberté, autrement dit, et on a vu et qui est un système totalement régi par les distributions de température et de salinité. Et on a vu qu'il y avait bien d'autres choses, qu'il y avait une circulation liée au vent, qu'il y avait des interactions avec d'autres compartiments. Donc, elle est très simple, donc elle est définitivement trop simple, mais il faut quand même garder en tête qu'il y a cette interaction entre eau douce et eau chaude, voilà, donc volontairement, qu'il faut mélanger les propriétés température et salinité pour comprendre le système, et que surtout, si dans un système très simple comme ça, on augmente le mélange, alors là, on a l'évolution donc de l'entrée d'eau atlantique en fonction de l'apport d'eau douce, on voit qu'elle diminue quand l'apport d'eau douce, comme tout système d'estuaire. Et bien, si on augmente le mélange ici, qui est schématisé par ces flèches entre les deux couches, eh bien, on peut aussi totalement modifier et augmenter l'apport d'eau atlantique dans l'océan Arctique. Donc, il faut être conscient que ces phénomènes de mélange qu'on voit très mal et qui sont pourtant primordiaux pour la banquise arctique, ils ont une rétroaction très importante sur le système de circulation grande échelle lui-même. Mais encore une fois, on a vu que c'est une vision trop simplifiée. Elle donne des éléments de compréhension, mais c'est trop simplifié. La deuxième chose, pour illustrer les remarques que je viens de faire, c'est qu'on manque d'observation. Et l'une des raisons pour lesquelles on manque d'observation, c'est bien sur la banquise, mais d'autres vous diront, vous pouvez prendre avantage de la banquise pour pouvoir en effet développer des instrumentations ancrées sur la banquise. Et c'est ce qui se fait maintenant depuis de très nombreuses années, depuis les années 80 avec le programme de bouées internationales arctiques. Et vous avez ici une photographie des bouées qui sont actives en Arctique. Bon, c'est une photographie que j'ai prise hier. Donc tous ces petits points, ce sont des bouées qui sont ancrées sur la glace, qui ont un certain nombre de capteurs qui mesurent l'atmosphère, la glace et souvent un petit peu l'océan de surface, quelquefois en profondeur. Mais je voudrais dire qu'à propos de ça, c'est que vous voyez très bien qu'il y a très peu d'observations dans l'est de l'Arctique. Et pourquoi il y a très peu d'observations? Parce qu'en fait, on est pris dans des systèmes de circulation avec cette grande dérive transpolaire. Et là, je donne l'exemple d'une bouée qui a été mouillée, qui a été déposée sur la glace donc au nord de François-Joseph et qui est en fait sortie très rapidement du bassin arctique vers les mers nordiques et vers l'Atlantique Nord du fait de la dérive intrinsèque de la glace. Donc, il faut savoir que ces systèmes de bouées dérivantes ont leurs limites. Donc l'idée ici, alors oui, j'avais mis ça pour une petite pichenette, ce fameux New Wall qui prétendait beaucoup de choses dans Nature en 1880, avait quand même dit, il avait une très bonne idée, il avait dit en 1884 qu'il suggérait de développer des bouées très solides, capables de résister à la glace, et qu'on pouvait les mettre sur la glace pour les suivre depuis la Sibérie. Et j'ai trouvé encore très drôle la suite. Et il était déjà dans une démarche participative avec les populations autochtones, puisqu'il proposait qu'on demande aux Esquimaux de suivre ces bouées et de nous en donner un rapport régulier. Voilà. Donc, science participative au 19e siècle, il y a peut-être beaucoup à faire encore.
Et pour finir, donc, comme on n'a pas d'observation, moi je vous ai montré beaucoup de résultats de modèles, mais nous faisons aussi beaucoup d'observations. Et comme on n'en a pas beaucoup, il faut développer des observations autonomes, autres que des bouées. Et le système, le cadre de ce que l'on voit maintenant émerger pour un Arctique, pour un système d'observation future de l'Arctique, c'est un système qui est basé sur des mesures sous-marines à partir de mouillages, à partir de planeurs autonomes, comme vous voyez ici. Et l'ensemble de ces systèmes de mesure ne pouvant communiquer, tout au moins en l'occurrence, tant qu'il y aura de la glace avec les satellites, eh bien, il faut avoir des systèmes de communication autonomes. Et ces systèmes de communication sont donc des systèmes acoustiques. Et c'est tout l'objet de ce qu'on fait actuellement. Alors, d'une part, ce qu'on fait actuellement, ce sont des gliders qu'on déploie dans le détroit de Fram. Vous avez ici l'image d'un glider qui vient lécher le bord de glace. Ici, les ice flows, c'est des morceaux de glace qui sont une image satellite MODIS. Et on déploie aussi des mouillages au nord du Svalbard, mais on est contraint d'aller les récupérer en bateau, les mouillages, je veux dire. Et ici, les gliders, on est contraint par le fait que quand on approche de la glace, on ne sait pas trop comment faire pour les localiser et pour les piloter surtout. Donc, le futur de tout ça, ce sont des projets comme par exemple le projet H20 BioGlider qui démarre actuellement et dans lequel Sorbonne Université est partenaire, qui consiste à développer un système de communication autonome sous-marin. Et l'ingrédient de tout ça, c'est en gros un glider qui profile évidemment, récupère lui-même des données dans l'océan et qui communique avec des mouillages pour récupérer des données et éventuellement faire surface quand il le peut pour transmettre les données au satellite, ou s'il ne peut pas, transmettre ces données à une bouée qui sera sur la glace et qui les récupérera. Et donc l'idée, c'est de développer le modem qui permettra cette communication. Et en même temps, on peut aussi, sur ce genre de plateforme autonome, développer des observations multidisciplinaires et en particulier aller vers des mesures sur la biologie comme ce qui est ici montré. On a un transducteur qui permet de mesurer des distributions de taille du petit zooplancton que l'on peut accompagner d'une caméra qui permet en même temps miniaturiser, qui permet aussi en même temps de visualiser les agrégats et les micro-zooplanctons. Voilà. Donc, j'en finirai. Bon, là, c'est une belle image pour montrer les impacts que je n'ai pas montrés, tout ce que vous auriez voulu savoir sur l'impact de l'eau atlantique en mer de Barents sur la production primaire et le plancton. Je passe dessus et je vous remercie. Je crois que je vais passer. Voilà. Ce que je voulais vous... Dernière chose, excusez-moi. Pour revenir à ce que montrait Miko tout à l'heure avec le futur de tout ceci, je voulais vous dire que je voulais quand même vous remettre en mémoire les dernières simulations de CEMIPSIS, celles qui feront l'objet du prochain rapport du GIEC, et qui montrent quand même que on va vers une situation de l'Arctique qui est au niveau du réchauffement assez catastrophique, parce que Miko montrait le réchauffement global, mais le réchauffement en Arctique, bon, dans le scénario le plus sympathique, qui est le scénario SSP 126, le réchauffement arctique le réchauffement global de l'ordre de 2 degrés en 2100, et bien passe à 4,7 degrés en Arctique. Donc là, il n'y a pas de sortie possible sans une réduction des émissions. L'autre chose, c'est par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure de trafic maritime, eh bien, on voit que dans ces nouvelles simulations donc récentes, on voit que dès 2050, la plupart des scénarios, on a les scénarios depuis le scénario le plus sympathique jusqu'au scénario le plus catastrophique, quel que soit dans ces scénarios jaunes, rouges et bleus qui sont les scénarios 45, 70, 85, on voit que dès 2050, eh bien, la glace en septembre, l'Arctique sera plus ou moins presque complètement libre de glace. Donc, on va vers une trajectoire qui, définitivement, demande qu'on soit, évidemment, qu'on réduise les émissions, comme chacun le dira, mais aussi où il faut quand même anticiper qu'on aura un Arctique libre de glace en été. Et j'en finirai là-dessus pour vous dire qu'après les aléas pour faire complément à ce que disait Miko, pendant que les Gibraltar nous posaient des soucis, eh bien, les Finlandais, eux, pensent à en profiter pour faire du porte-conteneurs en Arctique. Et j'ai vu passer
ce projet donc, de porte-containers classe 7, hein, donc, qui peut naviguer tout terrain avec 8000 conteneurs et qui aurait une capacité brise-glace, donc sans assistance nécessaire de la brise-glace pour prendre la route du Nord. Et puis voilà, donc ça c'est la vision, peut-être la vision 2100, et il y a la vision que j'y oppose, qui est la vision 1907 de la Belgica dans les glaces de la mer de Kara, avec à bord voilà, le duc d'Orléans, l'un de nos rares explorateurs français du début du XXe siècle, voilà, et qui a rapporté d'ailleurs des choses intéressantes. Et je voudrais vous remercier, parce que je crois que j'étais un peu longue hein, avec tout ça, mais je voudrais vous remercier d'être restés, pour ceux qui sont encore là, et puis remercier aussi au travers de cet exposé tous mes collègues du L'Océan, surtout Christophe Herbeau, Laurent Mortier, etc., avec qui j'ai beaucoup travaillé, et puis tous les étudiants qui ont été qui ont alimenté toutes ces recherches. Voilà, je vous remercie.